Tottenham, un club historique qui s'est réellement installé dans le paysage anglais depuis une quinzaine d'années, avec des joueurs qui nous ont tous marqués sous le maillot des Spurs, Kane, Dele, Eriksen, Son, sans oublier Bale, Walker, Modric, Berbatov ou encore Lloris. Et pourtant, le projet lancé par Heynink en 2000 n'a peut-être jamais été aussi proche de la catastrophe. Aujourd'hui, le club est bien mal embarqué dans une lutte pour le maintien qui s'annonce féroce. Alors, comment Tottenham en est arrivé là? Comment ce club est passé d'un modèle moderne à la risée des réseaux sociaux tout en soulevant une Ligue Europa entre-temps? Comment ce club est ressorti des abîmes, un pur outsider, est devenu un membre du Big Six avec un stade flambant neuf et une finale de LDC à son actif? Un projet qui, sur le papier, avait clairement tout pour réussir, mais qui semble aujourd'hui complètement s'effondrer. Focus sur la chute de l'empire de papier de Londres. Focus sur la chute de Tottenham Hotspur. Et l'histoire commence réellement à la fin des années 90, dans les coulisses de la bourse de Londres. Une société d'investissement, Heynink, English National Investment Company, commence à racheter des parts dans des clubs de football européens. AEK Athènes, Slavia Prague, FC Bâle. Heynink parie clairement sur le football comme on parie sur des actions. Et à sa tête, deux hommes, Joe Lewis, milliardaire britannique qui a bâti sa fortune sur de la spéculation monétaire, et son associé Daniel Levy, économiste de formation, sorti majeur de Cambridge, qui devient directeur général d'Heynink en 1995. Ces deux hommes ont un œil sur Tottenham depuis un moment. En 1998, Heynink tente une première approche pour racheter le club à son propriétaire de l'époque, Alan Sugar. C'est un refus. En 2000, rebelote. Mais la pression monte. Les supporters de Tottenham sont exaspérés par Sugar, jugé trop peu ambitieux, trop commercial, pas assez footballistique. Finalement, en décembre 2000, Sugar cède, il vend 27% de ses parts à Heynink pour 22 millions de livres sterling, portant la participation du groupe à 29,9%. Et c'est là que Daniel Levy intègre le conseil d'administration, le 20 décembre 2000, et prend la présidence du club en février 2001. Il a 38 ans, n'a jamais géré de club de football de sa vie, mais il arrive avec une conviction profonde. Tottenham peut devenir un grand club, à condition de le gérer comme une entreprise sérieuse, rigoureuse, et bien évidemment rentable. Ce sera sa doctrine pour les 2 décennies suivantes, mais ce sera aussi à terme son plus grand problème. Les premières années sont pourtant laborieuses. Levy commence par nommer Glenn Hoddle comme entraîneur, légende du club, c'est vrai, mais dans le passage est décevant. Il part en 2003, vient ensuite l'intermède David Plitt, puis l'arrivée de Jacques Santini, sélectionneur de l'équipe de France en 2004, une nomination qui fait clairement sensation, mais finalement, qui tourne au fiasco. C'est Martignol, le néerlandais, qui va ensuite donner une vraie direction au club. Sous sa houlette, Tottenham réalise 2 saisons remarquables, une 5e place en 2005-2006, puis une autre l'année suivante. Ce sont les premières qualifications européennes sérieuses pour le club depuis des années. Et là, on sent un tournant, on sent quelque chose se construire. Berbatov, Lennon, Defoe, Keane, un noyau de joueurs de qualité commence à se former. Mais Levy commence aussi à agacer de son côté. La gestion des transferts est perçue comme trop froide, trop comptable. Yol sera même limogé en octobre 2007 dans des circonstances restées célèbres. En pleine mi-temps, d'un match de Coupe UEFA contre Getafe, la nouvelle de son limogeage commence à circuler dans les tribunes, avant même qu'il ne soit officiellement informé. Humiliant pour lui, révélateur pour le club. Son remplaçant, l'Espagnol Juan de Ramos, va néanmoins offrir la première satisfaction à Heynink. En 2008, Tottenham bat Chelsea en finale de League Cup, leur premier trophée depuis 1999. C'est peu, mais c'est quelque chose. Surtout, cela prouve que le club peut rivaliser dans les grands rendez-vous. Ce que personne ne sait encore, c'est que cette League Cup sera le dernier trophée de Tottenham pendant 17 ans. Si la première période Heynink ressemble à des travaux de fondation, chaotiques, hésitants, parfois douloureux, la décennie qui s'ouvre, en 2008, va voir Tottenham construire quelque chose de bien réel. Tout commence avec l'arrivée d'Harry Redknapp sur le banc en octobre 2008. Redknapp, en réalité, c'est l'anti-Levy par excellence. Chaleureux, instinctif, populaire. Là où Levy pense en termes de bilan, Redknapp, lui, pense en termes de vestiaire. Et cela fonctionne immédiatement. Il redresse le club, lui redonne une âme et surtout le qualifie pour la Ligue des Champions à l'issue de la saison 2009-2010 grâce à une 4e place. 50 ans après leur dernière participation à la compétition reine, les Spurs sont de retour dans l'élite européenne. Et durant la Ligue des Champions 2010-2011, Tottenham subjugue l'Europe
ils éliminent le Milan AC en 8e de finale avant de s'incliner en quart face au futur vainqueur, le Real de Madrid. Gareth Bale explose aux yeux du monde entier. Le Gallois, alors latéral gauche reconverti en ailier de feu, régale, mais il n'est pas seul. Luka Modric, arrivé en 2008, illumine le milieu de terrain de ses passes et de sa vision du jeu. Ce Tottenham-là est excitant, audacieux et commence à construire une véritable identité européenne. Mais Redknapp s'en va après la saison 2011-2012 dans des circonstances encore nébuleuses. Certains murmurent que Levy ne lui a pas pardonné d'être trop proche des médias, trop indépendant. D'autres plutôt parce qu'on le pressentait pour devenir le prochain sélectionneur anglais. Ou encore certains pensent qu'il y a eu des désaccords sur une potentielle prolongation. Vrai ou faux, le résultat est là. Tottenham perd son entraîneur au moment où le club semblait prêt à franchir un cap. Place alors à André Villas-Boas, puis Tim Sherwood, et enfin Mauricio Pochettino. Et là, tout change. Puisque l'Argentin arrive à l'été 2014 en provenance de Southampton, il est inconnu du grand public. Il va devenir l'un des entraîneurs les plus admirés de sa génération. Sa méthode, une intensité physique absolue, un pressing collectif incessant, et surtout une capacité à développer des joueurs jeunes, comme peu d'entraîneurs savent le faire. Dele Alli, Harry Winks, Harry Kane, Eric Dyer, il les transforme tous. Son Heung-min devient sous ses ordres un attaquant de classe mondiale. Eriksen, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, le collectif monte en puissance saison après saison. Et bien évidemment, les résultats suivent. Tottenham termine 3e en 2015-2016, 2e en 2016-2017, leur meilleur classement depuis 1963, et s'impose comme un habitué du top 4. La saison 2017-2018 est particulièrement symbolique. Le club joue toutes ses rencontres à domicile, à Wembley, le temps que leur futur stade soit construit. Ils ne gagnent que 2 fois à domicile en championnat. Mais ils finissent premiers de leur groupe en Ligue des Champions, devant le Real de Madrid. C'est un Tottenham qui dépense peu, mais qui performe collectivement mieux que des équipes 10 fois plus dépensières. Et puis, il y a ce stade, le projet pharaonique que Levy a porté personnellement pendant des années, le Tottenham Hotspur Stadium. Ouvre enfin ses portes le 3 avril 2019, avec une capacité de plus de 62 000 places, un gazon rétractable, unique au monde pour accueillir des matchs de NFL par exemple, et une architecture qui en fait l'un des stades les plus modernes d'Europe. Un investissement colossal de plus de 1,2 milliard de livres sterling selon les analyses financières, le tout financé en grande partie par la dette. Mais à ce moment-là, tout le monde célèbre, c'est la consécration d'une vision. Et 2 mois après l'inauguration, Tottenham est en finale de Ligue des Champions. Ce parcours 2018-2019 restera dans les mémoires comme l'un des plus invraisemblables de l'histoire de la compétition. Un groupe de la mort avec Barcelone et l'Inter, une qualification arrachée in extremis, des quarts de finale contre Manchester City où le VAR invalide un but de Sterling dans les dernières secondes pour garder Tottenham en vie. Et cette demi-finale, retour contre l'Ajax, perdant 3-0 sur les 2 matchs à la mi-temps où Lucas Moura a inscrit un triplé, dont un but à la 96e minute pour qualifier les Spurs, des scènes de liesse absolue, Pochettino en larmes dans le couloir, le monde entier séduit par cette équipe. Et la finale, me direz-vous, contre Liverpool à Madrid le 1er juin 2019, Tottenham la perd 2-0, un penalty dès la 2e minute, une soirée trop belle, pour une équipe peut-être déjà épuisée. Mais qu'importe, ce projet a porté un club de milieu de tableau jusqu'au sommet du football européen. Sur le papier, tout est en place pour que Tottenham passe à la vitesse supérieure. Le stade, les joueurs, l'entraîneur, la réputation. Mais c'est là que tout déraille. Et quelques mois plus tard, le 19 novembre 2019, Daniel Levy licencie Mauricio Pochettino. Le club est en milieu de tableau en première ligue. La décision est présentée comme un choix difficile, mais nécessaire. Pour beaucoup de supporters et d'observateurs, c'est une erreur historique. La rupture d'un projet qui avait mis 5 ans à se construire et qui peut-être avait besoin d'un peu plus de temps pour trouver son trophée. Son remplaçant est annoncé dans les heures qui suivent, José Mourinho. L'effet est immédiat, médiatique, électrique. The Special One à Tottenham, du jamais vu. Les premières semaines sont prometteuses, l'équipe retrouve de la solidité défensive. Mais les tensions arrivent vite. Mourinho et Levy ne partagent pas du tout la même vision. Mourinho veut dépenser, recruter, conquérir. Levy veut maîtriser les coûts. L'ambiance se dégrade très vite et dans l'épisode le plus absurde de l'histoire récente du club, Mourinho est licencié le 19 avril 2021, 6 jours avant une finale de Coupe de la Ligue contre Manchester City. 6 jours. Tottenham ne jouera pas cette finale avec lui. Ryan Mason, entraîneur de 29 ans formé au club, prend le relais en urgence. Le club perd la finale. S'ensuit alors une valse d'entraîneurs qui donne le tournis. Nuno Espirito Santo, présenté comme le 7e choix du club selon les médias anglais, dure seulement 6 matchs de première ligue avant d'être remercié. Antonio Conte arrive à l'automne 2021 avec ses exigences.
son budget, ses méthodes. Il requalifie le club pour la Ligue des Champions en 2022, mais repart en mars 2023 dans un éclat fracassant, dénonçant publiquement la culture du club, l'absence de mentalité gagnante et l'incapacité structurelle à progresser. Ces mots sont durs, mais ils sont vrais. Pendant ce temps, les piliers s'en vont. Eriksen parti à l'Inter en janvier 2020, Walker vendu à City dès 2017, Modric bien évidemment parti à Madrid dès 2012, et puis Kane, le dernier symbole vivant de l'ère Pochettino, qui fait ses adieux à l'été 2023 pour rejoindre le Bayern de Munich. Son départ signe définitivement la fin d'une époque. Tottenham encaisse un chèque, mais perd son âme offensive. L'arrivée d'Ange Postecoglou en 2023 semble d'abord une bouffée d'air frais. L'Australien propose un football vertical, intense, reconnaissable. En octobre 2023, Tottenham est même en tête de la Première Ligue. Les supporters rêvent à nouveau, mais les blessures, elles s'accumulent. Le système exigeant de Postecoglou broie les corps. Sans Romero, sans Van de Ven, sans les joueurs capables de faire circuler le ballon rapidement, l'équipe se délite. Et les nouvelles recrues 2024, Bergvall, Gray, Odobert, sont des paris sur l'avenir, pas des solutions immédiates. La saison, elle, se termine à une catastrophique 17e place en Première Ligue, sauvée sportivement par une victoire en finale de Ligue Europa, un 1-0, obtenu dans un style ultra défensif, aux antipodes du handball prôné toute l'année. Ce trophée, pourtant, il compte. C'est le premier depuis 2008, 17 ans de disette. Et au lieu de capitaliser dessus, Lévy licencie Postecoglou 2 semaines après la finale. Le motif, encore une fois, est défendable. La 17e place est inacceptable pour un club de cette ambition. Mais le timing, lui, est bien révélateur d'une direction incapable de vivre avec l'inconfort nécessaire de tout projet de long terme. Thomas Frank, l'architecte du miracle de Brentford, débarque alors. Son football prudent, organisé, fondé sur l'analyse de données, est aux antipodes de ce que les supporters attendent. Les résultats ne suivent pas. En février 2026, après 8 mois, il est à son tour limogé. Igor Tudor prend en urgence les rênes d'un club en chute libre. Son premier match, une défaite 4-1 contre Arsenal dans le derby du nord de Londres. Et la suite ne sera pas plus glorieuse. 7 matchs, une victoire, un nul, 5 défaites avant d'être remercié. Tottenham se tourne alors vers Roberto De Zerbi. L'Italien, ancien manager de Brighton, est réputé pour son football de possession élaboré sur son jeu de construction depuis l'arrière et sa capacité à sublimer des effectifs limités. Sur le papier, le profil est plus que cohérent avec ce que le club cherche à reconstruire. Mais, là encore, le timing est catastrophique. Un effectif décimé par des blessures, sans préparation adéquate, en pleine lutte pour le maintien. C'est une mission quasi impossible pour n'importe quel entraîneur. Et Tottenham continue sa descente inexorable vers ce qui semble impensable il y a encore 5 ans. La relégation en Championship. Et pendant ce temps-là, les chiffres donnent le vertige. En 3 ans, Tottenham a dépensé 726 millions d'euros de transferts, un montant dépassé seulement par Chelsea et Manchester City en Angleterre, et 1,41 milliard d'euros depuis 2015. Tout simplement, le 7e club le plus dépensier du monde. De plus, le solde net de moins 466 millions est le 2e plus lourd déficit d'Europe. Le tout sur fond d'une dette liée au stade qui dépasse le 1,5 milliard de livres sterling et de transferts payés de manière échelonnée et qui n'ont donné que très peu de satisfaction. Ce stade, fabuleux, fierté du projet ENIC, est devenu une prison financière qui contraint le club dans chacun de ses choix. Puis, quand on s'y penche d'un peu plus près, on remarque que ENIC n'a en réalité que très peu dépensé de sa poche avec des investissements estimés à 122 millions de livres sterling en 25 ans, soit 5 millions par saison. Presque dérisoire. Daniel Levy, lui, presque comme un pied de nez, quitte son poste de président en septembre 2025, après 24 ans. Il est remplacé par Peter Charrington et Vinay Wankenstam, 2 figures peu connues du grand public qui héritent d'un club en lambeaux, d'un club à 2 points de la Championship, sans identité de jeu claire, sans projet cohérent, avec un effectif construit pour trop de philosophies différentes sur trop d'années. Enfin, la relégation mettrait un coup très très dur au club, avec un besoin de réduire la masse salariale de ce dernier de 75%, et une perte de 250 millions de revenus estimés si cela devait arriver. En conclusion, le projet Tottenham Hotspur, c'est l'histoire d'un club qui avait tout pour atteindre son apogée autour des années 2020, avec une direction qui pendant près de 20 ans a construit patiemment un modèle cohérent, parfois critiqué, souvent sous-estimé, mais globalement efficace. Pourtant, le manque de stabilité, les recrutements mal ciblés, l'incapacité à retenir certains talents et surtout le gouffre financier d'un nouveau stade ont fini par fissurer ce projet. Un stade fabuleux, mais qui s'est transformé en une véritable prison dorée jusqu'à presque sceller le destin d'un club qui avait pourtant bien plus à offrir. On pourra toujours évoquer le manque de trophées ou de continuité difficile à nier, puisqu'en 26 ans, Tottenham n'a soulevé qu'une League Cup et une Europa League. Pour un club de cette ambition, c'est trop peu.
La relégation, elle, viendra-t-elle mettre un terme aux ambitions des Spurs? Peut-être, peut-être pas. La question reste ouverte. Ce qui est certain, c'est que Tottenham arrive à un tournant de son histoire, un tournant qui se jouera dans la douleur ou dans le renouveau. Rien n'est moins sûr.